La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour, merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire, cette webconférence sur l'ISO 14001 version 2015. Donc version 2015, on va voir ce matin qu'est-ce qui s'est passé un an après la publication de ce document important pour la certification des systèmes de management environnemental. Comment les entreprises ont pris, j'allais dire, à bras-le-corps le projet pour se mettre en conformité avec cette nouvelle version. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de participer aux webconférences de l'AFNOR, celle-ci durera 1 heure. Je ferai une présentation de 45 à 50 minutes. J'ajouterai que la présentation vous sera envoyée par courriel avant la fin de la semaine et vous pourrez ainsi la réutiliser. Vous pourrez même la revoir sur YouTube dès lors que nous aurons effectivement enregistrer cette présentation-là sur le YouTube AFNOR. Alors, vous pouvez bien sûr, lors de cette présentation, poser des questions en ligne. Vous pouvez taper vos questions et notre administratif me passera vos questions pour que je puisse y répondre à la fin de ma présentation. Alors, si je ne peux répondre à votre question, excusez-moi, ma langue fourche ce matin, nous pouvons également continuer la discussion en essayant de me joindre par courriel hervé-oscar@afnor.org ou également de me joindre sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn et alors Galileo et Viadeo, parce que j'anime des groupes de discussion sur les thématiques de l'environnement, système de management environnemental, l'économie circulaire et la biodiversité. Alors, venons-en au vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé et comment intégrer la version 2015 de l'ISO 14001. Alors, je souhaiterais, avant de revenir donc sur les éléments de stabilité par rapport à l'ancienne version ou les éléments nouveaux qui sont apparus dans cette version 2015, démarrer cette présentation sur une alerte. En effet, nous constatons en ce moment que assez peu d'entreprises ont considéré la version 2015 à la fois des normes 9001 et 14001. Or, si on regarde le calendrier de validité des documents, il faut faire un point d'arrêt sur quelques éléments. En effet, la norme ISO 14001 dans sa version 2015 a été publiée en septembre 2015. Et il a été décidé par l'IAF, l'organisme international qui coordonne l'action des organismes certificateurs, de prolonger la validité de l'ancienne version 2004 jusqu'en septembre 2018. Ça signifie que vous avez le choix, en quelque sorte, pour votre certification 14001, jusqu'en septembre 2018, entre la version 2004 et la version 2015. Si ce n'est que, si vous choisissez la version 2004 à partir de septembre 2017, les certificats que nous délivrerons ne seront valables que pour une période de moins de 1 an. Et à ce moment-là, pour éviter des ruptures, il vous faudra repasser un audit de certification en version 2015. Comprenez-moi bien, donc si vous voulez éviter d'avoir 2 factures dans l'année, car le COFRAC, le Comité français d'accréditation, nous a déjà a prévenu les organismes certificateurs accrédités, il n'y aura pas de tolérance sur les périodes de validité des certificats. Il ne peut pas y avoir de période de validité sans audit à partir de septembre 2018. Donc attention, et on a le retour de la plupart des entreprises, celles qui se présentent en certification version 2015, soit lors d'un audit initial, soit lors d'un audit de renouvellement, ont commencé à migrer la version 2015 avant la publication de septembre 2015. Et la majorité ont commencé à intégrer le projet de normes pour être prêt, je dirais, en ce moment, en 2016 ou 2017. Donc attention, il est urgent que les responsables environnement ou les responsables qualité
pour la partie 9001, démarre le projet d'adaptation à la version 2015 le plus rapidement possible pour éviter de se présenter à partir de septembre 2017 sur des certificats qui auraient moins d'un an de validité. Voilà. Donc, notre conseil, c'est de démarrer extrêmement tôt pour être prêt à la certification version 2015 en 2017 ou en 2018. Alors, les modalités de transition d'AFNOR certification, mais également ce sont celles de tous les organismes certificateurs accrédités. Comment passer à la version 2015 ? Alors, à la suite d'un audit de renouvellement, que vous soyez certifié AFAC, c'est bien, ou par un autre, ou à la suite d'un audit de surveillance, un audit de suivi 1 ou un audit de suivi 2, avec une durée complémentaire pour voir sur l'ensemble de votre système la conformité à la version 2015. Donc, si vous êtes déjà certifié, il vous faudra prévoir avec vos chargés d'affaires un passage à la version 2015 lors d'un audit de suivi ou un audit de renouvellement pratiquement avant septembre 2018. Et pour un audit initial, un premier audit, vous devrez le faire effectivement dans ces temps impartis. Et même si la version précédente 2004 est valable jusqu'en septembre 2018, attention aux ruptures de durée de certificat si vous souhaitez rester sur cette version-là, puisque donc elle ne sera plus valable à partir de septembre 2018. Alors j'espère avoir été assez clair sur cette notion. Revoyez bien sur ce tableau la période de validité de votre certificat pour prévoir le passage à la version 2015 sans dépasser effectivement septembre 2018. Comme il y a un audit annuel de suivi, c'est plutôt du côté de septembre 2017 même qu'il va vous falloir regarder la limite de validité des certificats en version 2004 pour l'ISO 14001. Alors si je n'ai pas été clair, appelez-moi ou envoyez-moi un message avec vos dates de certification et je vous clarifierai ça noir sur blanc. Voilà. Alors, l'essentiel de la révision 2015, donc cette révision a vu le jour suite à 3 ans de travaux menés par vos collègues, des responsables environnementaux, des responsables de systèmes de management environnemental d'organismes, qui ont donc participé à l'élaboration du cahier des charges de cette révision. Alors celle-ci aboutit par rapport à la version précédente à des acquis ou des renforcements. Ce qui signifie que ce que vous avez fait pour vous mettre en conformité avec la version 2004, eh bien c'est très bien, vous allez retrouver les mêmes exigences de la version 2004 dans la version 2015, à quelques nuances près, et en particulier à une simplification, certainement, des exigences liées à la documentation. Alors sur ce sujet, ça ne veut pas dire que la documentation et les procédures sont inutiles. C'est à vous de décider si elles sont utiles à votre système ou pas. Mais la norme ne va pas l'exiger de procédure, certes. Mais on verra tout de même qu'on en aura besoin très certainement. Enfin, c'est le retour d'expérience que je me dois de faire aujourd'hui. C'est nécessaire sur un certain nombre de points. Donc les acquis que l'on a par rapport à cette version 2004, c'est bien sûr un des objectifs d'un système de management environnemental, c'est de réduire les impacts environnementaux significatifs. C'est bien sûr de répondre aux situations d'urgence, se mettre en conformité à la réglementation et autres exigences qui peuvent être vos propres exigences, exigences corporate ou les exigences des clients ou des exigences locales, et également tous les aspects de leadership également que l'on avait dans la version 2004. Je mets un petit peu de côté un élément qui était dans la version précédente, mais qui devient la finalité de la version 2015, c'est la préservation de l'environnement. Je le répéterai tout à l'heure sur un slide suivant. S'approprier l'ISO 14001 2015 pour une certification, c'est clairement un engagement à préserver l'environnement. Dans toute son acception, au-delà de la réduction des impacts environnementaux significatifs sur vos processus opérationnels. Donc,
une vision, on le verra, beaucoup plus large de vos responsabilités en matière d'environnement. Alors, et les nouveautés, me direz-vous? On reverra ces éléments lors de la présentation, mais on va présenter 5 points principaux. Ici, il y en a 6, mais on le réduira à 5 tout à l'heure. Des nouveautés extrêmement importantes sur lesquelles vous allez devoir réaliser une analyse complémentaire par rapport à ce que vous avez déjà fait. Et en particulier, une analyse du contexte dans lequel évolue votre organisme et une analyse sur l'identification des parties intéressées et les besoins et attentes, les exigences des parties intéressées, j'y reviendrai. C'est le point principal de la nouveauté de la version 2015, mais qui va influencer toute la suite, j'allais dire, du document et des actions que vous allez devoir mettre en œuvre. Nouveauté formellement, l'approche processus, même si depuis l'an 2000 et l'arrivée on n'a pas attendu l'an 2000 pour parler de processus, bien sûr, mais l'arrivée des exigences dans les systèmes de management de la qualité autour de la notion de maîtrise des processus. Là, on va le retrouver désormais dans la 14001. Nouveauté aussi sur les risques et opportunités. Je reviendrai sur ce point en détail, ainsi que ce que bon nombre de participants d'ailleurs à ces webconférences ou ateliers que nous organisons attendent, c'est une meilleure explication de ce que l'on entend par prise en compte du cycle de vie des produits et services, non pas à opposer, mais à mettre en perspective ou en complément avec l'analyse du cycle de vie, qui n'est pas une exigence de la norme en version 2015. Et là-dessus, il peut y avoir des incompréhensions qu'il nous faut lever assez rapidement. Nouveauté sur l'alignement stratégique, le système de management environnemental mis en place est un élément de la stratégie globale de l'organisme. Et puis un point aussi sur lequel on va vous proposer une solution, puisque les organismes, j'allais dire, pataugent un petit peu sur ce sujet-là, c'est l'évaluation des performances environnementales, puisque l'amélioration des performances est l'objectif même de la mise en œuvre d'un système de management. Alors, je vais revenir bien sûr sur ces points en mettant en avant ce qui s'est bien passé dans les entreprises qui ont migré à la version 2015 et les difficultés que nous avons observées lors des audits. Alors pour ça, j'ai mené une enquête auprès des auditeurs environnement de l'AFNOR et auprès de quelques clients qui ont donc passé avec succès cette version 2015. Alors, je l'avais évoqué dans le transparent précédent, il y a une certaine forme de continuité par rapport à la version précédente, c'est sûr. Toutes les exigences de la version 2004, on les retrouve dans la version 2015, mais réparties différemment et selon une nouvelle structure universelle adoptée par toutes les normes de système de management. Donc par la 27001, par la 9001, la 14001, et également elle sera reprise par les futures normes de système de management, si elles voient le jour bien sûr, telles que la 45001 sur système de management, santé et sécurité au travail, qui devrait être publiée fin 2017. Alors, ce qui est rassurant pour vous, et ce qu'on a pu le constater, c'est que les organismes, finalement, font évoluer leur système de management environnemental. Il n'y a pas, à proprement parler, de révolution. Ce que vous avez fait, c'est bien, vous allez vous appuyer dessus. Appuyons-nous, effectivement, sur les succès pour garantir ce passage dans les bonnes conditions. Si ce n'est qu'il va falloir, pour faire évoluer votre système de management environnemental, refaire une analyse, on le verra, sur quelques points particuliers. Alors, continuité aussi sur la conformité réglementaire et autres exigences. Il faudra rajouter d'ailleurs un carton vert de satisfecit sur la veille réglementaire. La très très grande majorité des organismes font une veille réglementaire efficace. Les outils désormais existent grâce à l'AFNOR, par exemple, aux organismes consulaires, à certains organismes de conseil qui proposent des outils de veille réglementaire qui sont très très bien réalisés et très efficaces. OK. Et puis globalement, c'est un satisfecit aussi des responsables, des chefs d'entreprise,
qui identifie la veille réglementaire comme un des points indispensables de nature à les rassurer. Alors, un petit carton rouge, toutefois, j'allais dire carton orange, hein, ou carton jaune, disons. Vigilance sur les autres exigences, hein, exigences locales, exigences clients. En effet, bon nombre d'entreprises dans la migration vers la version 2015 n'ont pas tout à fait réalisé correctement l'analyse qui leur est demandée. Je devance un petit peu ce que j'évoquerai tout à l'heure. Le 4.2 sur la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. Celles-ci peuvent exprimer des attentes, par exemple les voisins, par exemple les actionnaires, et vous pouvez décider de prendre en compte ces attentes et de les rentrer comme données d'entrée dans votre cahier des charges pour définir un certain nombre d'objectifs. Donc vigilance sur la réglementation. Les entreprises sont très bien équipées, continuons là-dessus. En revanche, sur ce que l'on appelle autre exigence, alerte, c'est à relier aussi avec ce nouveau chapitre 4.2. Je vais y revenir par la suite. Donc, je pas franchement un carton rouge, mais plutôt une alerte sur ce sujet. Alors, continuité aussi sur des points finalement qui ont conduit à rédiger la première norme ISO 14001 dans les années 90. Elle a été élaborée pour aider les organismes à prévenir les pollutions et à répondre aux situations d'urgence. Sur ce sujet, on va retrouver les mêmes exigences dans la version 2015, mais on se rend compte qu'il y a, avec le temps, un certain nombre de dérives sur ce sujet. Alors, autant les sites Céveso sont contrôlés par les services de l'État et, j'allais dire, respectent les procédures à mettre en place pour les situations d'urgence. Alors, dans ce domaine, il n'y a pas à proprement parler dans le texte de procédures exigées, mais dans la réalité, au quotidien, les entreprises ont conservé les procédures sur la prévention des pollutions et la réponse aux situations d'urgence. En effet, on peut être amené à faire appel à des organismes ou à des extérieurs à l'entreprise pour intervenir en cas de pollution et de situation d'urgence, et on leur remet à disposition des procédures très formelles sur ce sujet. C'est ce que l'on constate. Hein. Alors, pour les autres sites qui ne sont pas Céveso, attention, il y a une vigilance, hein, on a renouvelé cet appel à vigilance aux auditeurs. Ce sont des points essentiels. Il ne peut pas y avoir d'écart sur ce sujet de prévention des pollutions et situations d'urgence. Vous devez, c'est une obligation, mettre en œuvre des dispositifs, les revoir et répéter ces dispositifs et démontrer qu'ils sont sus, connus et répétés. Tout du moins l'ensemble des instructions hein, sur ce domaine-là. Un écart est rédhibitoire pour la certification. Voilà, donc là encore, alerte à ce point de vue-là, c'est un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant. C'est quand même un des objets même de la mise en œuvre d'un système de management, c'est de prévenir aux pollutions et répondre aux situations d'urgence. Ok, mais dans la plupart des cas, ça se passe bien, mais attention aux dérives avec le temps. Hein. Alors, venons-en à la version 2015 telle qu'elle se présente avec cette architecture HLS, High Level Structure, parce que finalement, dans l'introduction du texte de la version 2015, on voit apparaître les véritables nouveautés. Alors, attention justement là-dessus, c'est aussi un constat qu'on peut être amené à faire. La plupart des organismes, des responsables environnement n'ont pas pris en compte l'ensemble de la norme. Attention de ne pas vous contenter de la seule lecture des exigences. Pour comprendre la finalité d'un système de management environnemental avec la version 2015 de la norme, il vous faut intégrer les chapitres introductifs et également l'annexe. Et sur les chapitres introductifs, ils sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous précisent, à l'aide des éléments qu'on va trouver dans l'annexe, l'objet même de la mise en œuvre d'un système de management environnemental. Tout d'abord, la communauté internationale a retenu l'ISO 14001 comme étant un des piliers du développement durable.
Même si, alors il y a eu la publication d'une norme qui ne porte aucune exigence, qui est la 26 000, une norme conceptuelle sur la responsabilité sociétale des organisations. La norme d'exigence pour la partie environnementale, c'est la 14 001. Ainsi, ont décidé les participants, enfin les organismes représentant chaque pays participant à l'ISO, et il y en a à peu près 150. Donc, autre thématique qui apparaît dans l'objet de la mise en œuvre d'un système de management environnemental, c'est un engagement à la protection de l'environnement. J'y reviendrai, pas seulement à avoir un regard sur vos activités intrinsèques et ce sur quoi dont vous avez la responsabilité, mais un regard ou une attention sur le cycle de vie du produit et des services. Ça ne veut pas dire que vous en êtes responsable, mais on va voir comment vous devez avoir des informations sur le cycle de vie de vos produits et vos services. Et puis la finalité de la mise en œuvre d'un système de management environnemental, c'est l'amélioration des performances environnementales de votre organisme. Nous y reviendrons tout à l'heure, c'est un point essentiel. C'est ce pourquoi on met en œuvre un système de management pour atteindre des objectifs en termes d'amélioration des performances. C'est pas pour faire beau, c'est pas pour tenir l'écartement des murs, c'est pour améliorer des performances, pour améliorer le business de l'organisation. Alors les constats que l'on peut faire suite aux audits, c'est que tout d'abord, il y a encore peu de lien entre système de management environnemental et responsabilité sociétale ou engagement en termes de développement durable. Sauf les organismes qui, en France, sont concernés par l'article 225 du Grenelle 2, donc plutôt les grandes entreprises qui, elles, doivent être transparentes sur leurs engagements en matière d'environnement et en matière sociétale. Mais on voit finalement peu de liens informels. Les résultats à obtenir en matière de développement durable et la mise en œuvre de systèmes de management mental, comme si ça venait en plus, alors que c'est un des éléments d'une stratégie en matière de développement durable. Alors ça ne veut pas dire que vous devez forcément formaliser des engagements en matière de développement durable, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais il faut prendre en considération ce système de management environnemental dans une perspective plus large de développement durable. Autre thème, autre constat, j'allais dire, d'insuffisance, c'est que même, alors, si la norme ISO 14001, ça devrait être un engagement à la protection de l'environnement, peu d'organismes se sont concertés par la nature et la biodiversité. Or, la biodiversité, c'est le vivant, et tout un chacun, ne serait-ce qu'au travers de ses achats, au travers des bâtiments qu'on occupe, a une influence, et bien sûr au travers des produits, sur des éléments, des enjeux externes et sur la nature et la biodiversité. Et c'est souvent mal appréhendé dans le cycle de vie. Et puis, un autre point un petit peu délicat, c'est la difficulté, donc sur ces points nouveaux, à évaluer des performances. Alors, autant des organismes évoluent de la conformité, ont un ensemble d'indicateurs pertinents, mais une analyse insuffisante pour évaluer de la performance. Et là, on vous proposera une solution. Alors, les textes. Là, attention, nous avons pu constater que bon nombre d'entreprises, bon nombre de responsables environnement, ou même la remarque est valable pour la qualité, n'avaient pas lu les textes. C'est quand même dommage, dès lors que l'on se lance dans une démarche de certification, telle que la 14001, je dirais que il faut lire la norme dans son intégralité et de commencer par la partie essentielle, j'allais dire, l'annexe, surtout l'annexe A, qui va vous expliquer par le menu comment il faut considérer les nouveautés qui vont apparaître dans ce document. Et, j'allais dire, bonne pratique, faire lire ce document et l'annexe aux dirigeants de l'organisme, car ils seront de plus en plus impliqués dans la mise en œuvre du système de management de l'environnement. Autre remarque aussi, et en dehors de l'ISO 14001, peu de spécialistes, entre guillemets, connaissent et maîtrisent les normes annexes. Alors, la 14004, qui est le mode d'emploi de la 14001,
est paru cette année, je crois que c'était en avril de cette année, et les autres normes, 14005, 40, 44, tous ces normes outils dont on pourrait faire référence pour mettre en œuvre un système de management environnemental dans sa version 2015. Elles sont moins connues, parfois, si ce n'est souvent ignorées, mais indispensables pour mettre en œuvre un système de management environnemental efficace. Alors, nous avons un site web à la FNOR pour vous aider justement à faire votre veille en matière d'environnement et de responsabilité sociétale, normeinfo.fnor.org. Allez-y régulièrement, mettez-le en favori chez vous. Allez-y tous les 3 mois, par exemple, pour voir s'il n'y a pas eu des nouveautés ou des normes à l'enquête qui vous intéressent. Le message est passé. Alors, revenons à l'évolution, finalement, de cette nouvelle version. Nous avons décidé de le présenter en 5 grandes tendances, sur lesquelles je vais revenir sur des alertes ou des méthodes. Alors, l'intégration des systèmes de management, puisque la plupart des organismes mènent à la fois des projets en termes de système de management de la qualité, de l'environnement et parfois de la sécurité. Donc, intégration grâce à la nouvelle structure des normes. Un point sur lequel je m'arrêterai, qui est la compréhension des enjeux et l'anticipation des besoins à attendre des parties intéressées, qui est le vrai point nouveau finalement dans la version 2015, la liaison avec la stratégie, perspective cycle de vie, donner quelques éclairages sur le sujet, et last but not least, effectivement, comment on fait pour évaluer des performances environnementales de votre organisation avec un outil que nous allons, gratuit, que nous allons vous proposer. Alors sur le premier point, l'intégration des systèmes de management, pour faciliter à la fois l'accès et les démarches qualité, sécurité, environnement, il a été décidé à l'ISO, enfin vous avez décidé d'ailleurs, vous utilisateurs de la norme, d'aller vers une structure commune ou universelle des normes de système de management. Autour de 10 chapitres, et les utilisateurs en sont finalement très satisfaits. Avec comme corollaire à cela, qui était parmi vos demandes pour l'évolution du texte, la simplification de la gestion documentaire au profit d'informations documentées. Alors souvent, ce que l'on constate dans les organismes, c'est que les entreprises conservent le manuel, même s'il n'est pas exigé. Alors, ce n'est pas parce que la norme n'exige rien sur un domaine que vous n'en avez pas besoin. Hein. Attention à cela. Évitez quelque part de répondre « Ah oui, mais la norme ne le demande pas. Si c'est utile, il faut le faire. » Et les organismes, la plupart du temps, jugent utile de conserver le manuel. C'est un très bon outil de communication. Et un certain nombre de procédures. À vous de décider celles qui vont vous être utiles en fonction de votre culture et en fonction de vos pratiques. Si ce n'est qu'on aura toujours des exigences d'information documentée, ce qui signifie que c'est à vous de décider la forme sur laquelle vous allez transmettre les informations. Ce n'est pas simplement de l'écrit, ça peut être des formes de visuels, des dessins, de l'audio ou d'autres formes de communication pour assurer à la fois les informations et la traçabilité de celles-ci. Mais on vous demande plus de responsabilisation vis-à-vis du système documentaire et vis-à-vis des procédures. Faites comme vous voulez si c'est utile à la performance de l'entreprise. Donc on constate également que les entreprises font du ménage, parce que bon nombre de documents ne servaient qu'à une chose, c'est à caler les meubles. Et on ne demande pas à un document de caler les meubles, mais d'être utile et efficace. Il faut quand même raisonner là-dessus en vous posant une question, quel risque y a-t-il, par exemple, à ne pas avoir de procédure sur tel ou tel sujet? Ce serait la question à vous poser, puisque la réflexion autour des risques est au cœur de tous les systèmes de management. Alors, le chapitre, moi j'ai mis ça en travers, chapitre fondamental, c'est comment comprendre les enjeux et anticiper les besoins et attentes des parties intéressées. Ce sont les 2 premiers chapitres d'exigence, chapitre 4.1 et 4.2, 4.1 sur la connaissance du contexte, 4.2 sur la connaissance des parties intéressées et de leurs attentes. Il va vous falloir faire une analyse et de la refaire assez régulièrement, parce que votre système de management environnemental doit être adapté au concept de l'organisme. Et tout va partir de cette analyse-là pour monter un système de management qui atteigne à des résultats positifs, pour améliorer votre performance. Donc le premier point, c'est la connaissance du contexte. Alors la connaissance, c'est l'évolution du marché, mais vu 14001,
le contexte environnemental, les conditions environnementales liées au climat, la qualité de l'air, pollution existante, la disponibilité des ressources que vous utilisez, la biodiversité, enfin tout ce qui peut avoir une incidence sur la finalité de l'organisme, finalement, et de rentrer ces éléments-là comme des éléments essentiels pour définir de votre politique, vos stratégies, vos objectifs. Autre point d'analyse sur les parties intéressées pertinentes et leurs attentes. Avec quelques exemples nous sont proposés de parties intéressées, les investisseurs, les actionnaires, si vous en avez, le voisinage, les salariés, les organismes publics, les clients qui ont des attentes en matière de respect de l'environnement ou de démonstration d'atteinte à des objectifs en matière d'environnement, comme par exemple, et à la fois c'est un croisement entre l'évolution des marchés et l'attente des clients, vers le développement de produits éco-conçus, par exemple. Alors, la norme ne l'exige pas, mais c'est votre analyse qui doit conduire à déterminer pour vous des objectifs efficaces. Alors, sur cette partie analyse des parties intéressées, autant l'identification de ces parties intéressées est aisée et très facile à faire, on se pose et on regarde qui est concerné par les activités de l'entreprise ou de l'organisme, parce qu'on peut être effectivement une association ou une collectivité à vouloir s'approprier le référentiel ISO 14001. À ce moment-là, on peut y rajouter parmi les parties intéressées, dans ce cadre-là, les citoyens auxquels on s'adresse. Mais on constate des difficultés à aborder les attentes et exigences des parties intéressées. Ça ne veut pas dire que vous allez répondre à toutes les attentes et toutes exigences, mais vous allez devoir vous adapter à ce contexte général pour mettre en œuvre un système qui satisfait à la plupart des exigences des parties intéressées. Ainsi, vous n'allez pas avoir la même communication auprès du voisinage de l'entreprise qu'auprès des actionnaires. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes attentes. À titre, alors, je vous remettrai bien sûr l'ensemble de ces présentations. À titre d'exemple, l'ISO 9004 nous donne effectivement, alors même si la 14001 ne porte pas d'exigence documentaire sur le 4.1 et le 4.2, il est très difficile d'aborder ce point-là sans faire un exercice, j'allais dire, un petit peu formel, de lister les parties intéressées et également de lister, voici des exemples, des besoins et l'attente de ces mêmes parties intéressées. Et c'est à partir de cela que vous allez instaurer des communications tout à fait pertinentes avec celles-ci, pour vous aider à améliorer votre efficacité. Alors un point sur lequel nous devons venir, il y a parfois des incompréhensions, même si globalement, pour les entreprises, ça se passe pas trop mal, c'est la détermination des risques et des opportunités. Alors autant sur les risques, ça se passe bien, que sur les opportunités, les dossiers de certification que nous avons pu voir sont assez pauvres. Parce que vous avez l'habitude, en tant que responsable environnement, de mettre en évidence effectivement la réponse à un certain nombre de risques. Une analyse environnementale, c'est une analyse de risque. Donc ce que vous avez fait dans ce cadre-là, continuez, c'est très bien. Vous pouvez également passer par des outils comme l'AMDEC, analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, pour effectivement faire une analyse de risque sur un process, par rapport à un procédé, par rapport à une machine, ce que vous voulez. Donc c'est réellement là déjà une analyse de risque, ça rentre dans le cadre de la 14001. Là je cite non pas ce qui est comme exigence dans le texte, mais en tant que bonne pratique vue. Sur les obligations de conformité, également, globalement, vous faites une analyse par rapport à la réglementation, ça marche bien. En revanche, nous constatons que sur les opportunités, il y a des faiblesses. Autant la partie un petit peu connotation négative est très très correctement traitée, autant la partie positive et dynamique n'est pas mise en avant. Or, il se trouve que pour ceux qui ont présenté des bons dossiers dans la version 2015, ils ont réalisé par rapport aux enjeux identifiés au 4.1 des opportunités sous la forme de SWOT, tout simplement. C'est une solution la plus simple pour mettre en évidence ou en parallèle les risques et les opportunités.
Donc, ce serait globalement, maintenez ce que vous avez déjà fait en tant qu'analyse de risque sur les processus opérationnels, comme l'analyse environnementale, c'est très bien, et complétez cela par une analyse plus macro liée aux enjeux que vous avez analysés dans le 4.1, au travers tout simplement d'un outil que nous partageons tous, mais qui est à travailler, qui est finalement un SWOT, d'identifier sur des enjeux vos forces, vos faiblesses, les opportunités et les menaces qui peuvent être assimilées à des risques, j'allais dire pour certains, mais pour la plupart d'entre vous. Hein. C'est pas gênant d'assimiler menaces, risques à les opposer à opportunités. Mais mettez en avant les opportunités de développement. Il y a une forme de dynamisme recherché dans la mise en œuvre d'un système de management environnemental. Alors, la 14004, hein, je vous remettrai tout ça également, nous propose des éléments pour aborder effectivement les relations entre les activités, les aspects environnementaux significatifs, les impacts, les risques et opportunités et les actions prévues. Ça, ce sont des bonnes pratiques. Je ne dis pas copier ça, mais enfin, vous pouvez vous en inspirer pour lancer donc la mise en conformité avec la version 2015. Je passe, ça vous sera remis donc par courriel si je veux avancer sur cette présentation. Alors, troisième point, c'est celui de l'approche processus. Les exigences pour la 14001 version 2015 sont moindres que pour l'ISO 9001. Pour l'ISO 9001, les exigences sur les processus partent sur l'ensemble des processus. Processus de réalisation, processus support, dans leur totalité. Un peu moindre pour la 14001 sensu stricto, dans le sens où les principales exigences sur les processus portent sur les processus opérationnels. Il se trouve qu'on a très peu d'écart par rapport à ça, puisque la plupart des utilisateurs, la très grande majorité, 95%, sont à la fois concernés par la 9001 et la 14001. Et dans le cadre de la 9001, ça va faire 15 ans qu'on est dans un système où on intègre effectivement l'approche processus. Donc pas de souci par rapport à ça. Il pourrait y avoir des difficultés, mais c'est, enfin difficultés entre guillemets, pour ceux qui débarquent par la 14001 dans la version 2015, hors de tout autre référentiel de système de management. Ok. Mais on ne s'inquiète pas de toute façon, c'est décrivez finalement vos processus et ça rentrera dans le cadre de ces exigences de la version 2015. Donc sur ces points, une bonne maîtrise globale insatisfait. En revanche, un point d'alerte et attention sur les processus externalisés. Ce que vous pourriez vous réaliser, mais qui sont confiés à des organismes tiers. Là, il est de votre responsabilité, ça rentre dans le cadre, le périmètre de certification, ces processus externalisés rentrent dans le périmètre de certification. Là, il y a un point de vigilance parce que c'est dans le domaine, chez vous, globalement, vous faites très bien votre travail, vous savez ce que vous avez à faire, vous discutez entre vous, les choses avancent. Mais dès lors que vous faites appel à des externalités, il peut être des entreprises de sous-traitance, des intervenants chez vous, c'est là où arrivent un certain nombre de difficultés liées en particulier aux communications et liées à l'expression dans vos cahiers des charges vis-à-vis de ces externalités ou de ces sous-traitants, on pourrait le dire. Vous devez exprimer des exigences en matière d'environnement pour les processus externalisés et maîtriser les processus externalisés du système de management environnemental. Point de vigilance là-dessus parce, excusez-moi peut-être la trivialité, mais c'est par là que les emmerdements commencent, où les problèmes, les non-conformités arrivent. Donc, bien renforcer ces liens avec les processus externalisés. Alors, l'approche processus, ce tableau vous montre que l'approche processus, dans la 14001, est reprise quasiment sur tous les chapitres, sauf sur le chapitre 5, où on ne cite pas formellement la mise en œuvre de processus. Un exemple de processus sur la gestion des déchets peut vous être proposé avec un de nos partenaires à réaliser cet exercice-là. Alors le point délicat sur lequel il nous faut intervenir, les deux derniers points, je vais dire le point 4 et le point 5 dans ma présentation, c'est raisonner cycle de vie. Hein.
l'exigence de la 14001 est rédigée comme telle. Vous devez identifier les aspects et impacts environnementaux significatifs dans le cycle de vie de vos produits et de vos services. Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable des aspects, des impacts environnementaux en amont par rapport à ce que vous faites ou en aval. Mais on vous demande d'avoir la connaissance des aspects environnementaux amont et aval dans le cycle de vie. On ne vous demande pas de réaliser une analyse de cycle de vie, mais d'avoir des éléments de connaissance sur les impacts environnementaux amont et aval. Et là, les entreprises ont des difficultés à prendre en considération l'amont et l'aval de la réalisation des produits et des services. Il y a toutefois, cependant, des solutions et des bonnes pratiques en la matière. Par exemple, la réalisation d'un bilan carbone. C'est sur la base de l'émission des gaz à effet de serre, l'identification des points principaux d'impact, soit à vos matières premières, soit au transport, soit à la réalisation chez vous, soit à l'utilisation chez le client, soit vu du côté des déchets recyclage. Hein. Un bilan carbone met cela en avant sur un seul critère, certes, mais c'est déjà un bon élément. La base impact de l'ADEME, tapez impact sur le site de l'ADEME, et on va vous proposer, vous rentrez, cela c'est gratuit pour toutes les entreprises, au moins pour les entreprises françaises, hein, eh bien une analyse par type de produit des impacts environnementaux sur le cycle de vie. Hein. Et puis une autre bonne pratique, c'est de réaliser bien sûr une analyse de cycle de vie. Mais ne cachons pas que l'analyse de cycle de vie se reporte à des normes qui sont utilisables par des spécialistes de l'éco-conception. Raison pour laquelle ce n'est pas toujours abordable par l'ensemble des organismes et donc il n'y a pas d'exigence d'analyse de cycle de vie, mais d'identification des impacts environnementaux sur le cycle de vie. Et la conséquence, c'est que là où vous n'avez pas la maîtrise, alors là où vous avez la maîtrise, l'ensemble des exigences de la 14001 se reportent. Mais là où vous n'avez pas la maîtrise, c'est que vous pouvez influencer l'amont et l'aval, là où il y a des impacts environnementaux. Comment? Au travers de votre cahier des charges d'achat, vous devez intégrer des critères environnementaux dans les achats, effectivement, si vous avez le choix de vos fournisseurs, hein, à rajouter, bien sûr, se préoccuper des aspects en impact environnementaux significatifs de l'amont à l'aval, quand cela est réalisable, bien sûr. Hein. Et également à l'aval, au travers de vos modes d'emploi, de vos conseils, si vous avez une hotline, si vous faites de la formation, etc., si vous délivrez des instructions pour réduire l'impact environnemental dans l'utilisation de vos produits ou de vos services, plus globalement. C'est ça que l'on entend par raisonner, perspective, cycle de vie, se préoccuper des impacts environnementaux, bien sûr, dont vous avez la responsabilité, et influencer l'amont et l'aval. C'est cela, on entend par s'engager à préserver l'environnement. Nous sommes des éléments d'une chaîne, et on doit influer l'amont et l'aval pour, globalement, tous ensemble, améliorer les impacts sur la planète. On devrait faire, effectivement, passer ces informations-là, perspective, cycle de vie et impact sur la planète, au nouveau président des États-Unis, bien sûr. Alors, pour cela, vous allez devoir, j'allais dire, tracer, on a tiré ça de l'ISO 26000, hein, là où vous pouvez influencer, là où vous avez la maîtrise de votre organisme. Alors, comment vous devez faire? Vous devez identifier, bien sûr, vos activités, vos produits, vos services, identifier ce que vous maîtrisez. Dedans, il y a effectivement, vous devez maîtriser les processus externalisés, je le rappelle, et ceux sur lesquels vous pouvez avoir une influence au travers de vos cahiers des charges ou au travers de vos modes d'emploi, par exemple. Ça veut dire également identifier ce que vous ne maîtrisez pas et de dire très clairement, ça, on ne le maîtrise pas dans le cycle de vie. Conception, approvisionnement, sous-traitance, livraison, transport, utilisation, fin de vie. Il est possible que vous n'ayez aucune maîtrise ou aucune influence sur le retraitement ou le recyclage. C'est possible. Il est possible également que vous n'ayez pas le choix de vos fournisseurs si c'est votre client qui vous l'impose.
on veut bien tout entendre, effectivement, c'est à mettre en corrélation et en perspective aussi avec vos enjeux et le contexte particulier de l'entreprise. Ce qui signifie que vous allez avoir un domaine d'application qui est propre à vos activités. J'espère sur ce point, le cycle de vie, avoir été suffisamment clair. Enfin, dernier point important à mettre en exergue et qui présente des difficultés dans les entreprises, c'est l'évaluation des performances environnementales, de vos performances environnementales. Alors, autant vous utilisez la plupart du temps des indicateurs et des critères de mesure sur vos processus, le système de management, la mise en conformité à la réglementation et bien sûr des indicateurs opérationnels pertinents, de plus en plus synthétiques et de plus en plus efficaces. Ok, ça, on le constate. Mais la norme dans la version 2015 va vous demander d'évaluer vos performances. La performance, c'est l'atteinte d'un objectif, mais évaluer les performances, ça signifie se comparer et mesurer l'évolution de vos indicateurs dans le temps à périmètre constant. Si, effectivement, vous restez sur des indicateurs d'amélioration de plus 3%, alors que votre périmètre s'est réduit de 30%, effectivement, là, même si l'indicateur est dans une pente positive, votre performance baisse. Donc, c'est à considérer sur activité et périmètre constant, ou à valeur ajoutée constante, pour évaluer, effectivement, de l'amélioration de ces performances environnementales. Pour ça, la plupart du temps, les entreprises sont relativement démunies. L'évaluation de ces performances, c'est une donnée d'entrée, une performance, de la revue de direction. Donc ça intéresse au plus haut point les dirigeants de l'organisme. Ce qui les intéresse, c'est bien sûr la performance de votre organisme, comparé données d'entrée de revue de direction. Alors, ce que nous vous proposons par rapport à ça, c'est d'utiliser le nouveau dispositif national Indico. Alors, au-delà de ça, c'est un dispositif national, c'est un dispositif francophone qui va être déployé également en langue anglaise dans les jours qui viennent. Ça a été créé à partir donc des exigences de la 14001, du référentiel ISO 14031 qui est paru il y a cela maintenant 3 ans sur l'évaluation de la performance environnementale des organismes, et les travaux des élèves d'une école d'ingénieurs d'Angers, l'ESEP, qui s'est appuyé sur la pratique de 120 organismes certifiés. C'est pas rien. Pour créer donc un dispositif d'indicateurs et de comparaison des indicateurs par domaine d'activité. Donc on vous propose gratuitement un benchmark sectoriel sur la base de 29 indicateurs. Ça ne veut pas dire que si les 29 indicateurs sont efficaces ou pertinents toujours pour vous, c'est une base de proposition, mais ce sont les indicateurs génériques utilisés par la très grande majorité des organismes certifiés. D'ores et déjà, plus de 500 organismes utilisent le dispositif Indico pour évaluer leur performance environnementale. C'est libre d'accès, allez sur indico.fort.org. Alors, prenez connaissance du questionnaire, des indicateurs qui vous sont proposés. Vous allez ensuite recueillir les informations, compléter le dispositif et vous pourrez vous comparer et évaluer par la suite de l'évolution des critères, puisqu'on pourra également, avec des opérations mathématiques, voir l'évolution des indicateurs à périmètre constant. Voilà. Il y aura une version payante d'analyse individuelle, entreprise par entreprise, qui vous sera proposée par les experts AFNOR. Mais là, au moins, vous aurez un benchmark sectoriel. 29 indicateurs dans 6 grandes familles: biodiversité, management environnemental, énergie, comment dirais-je, fluide, bruit, air, etc. 6 grandes catégories, et il doit y avoir 30 domaines sectoriels, puisque nous avons la chance d'avoir l'enrichissement de plus de 500 entreprises. On en espère effectivement 1000. Donc allez-y, ça répondra à l'exigence du chapitre 9 de l'ISO 14001 dans sa version 2015. Voilà, garantie par l'AFNOR, j'allais dire. Alors,
En conclusion, les fonctions environnement vont évoluer. Autant vous êtes garant, responsable environnement, de la conformité aux exigences et de l'animation du système de management environnemental, il va falloir, vous, en tant que pilote du projet environnement, étendre, j'allais dire, votre domaine d'action vers le dialogue avec les parties intéressées, l'analyse sur le cycle de vie des produits et services, et donc en relation avec tous les processus ou responsables processus de l'organisme, et de communiquer avec les parties intéressées sur également communication environnementale sur les produits et services. Un œil tout à fait pertinent alors sur les équipes commerciales et également vers la gestion des achats en introduisant des critères environnementaux. Pas de critères environnementaux dans les achats, pas de 14001 dans la version 2015. Là où vous pouvez influencer, il faut le faire. Ok. Donc, progrès à faire sur la communication, puisque c'est en lien avec l'analyse du 4.2 sur les parties intéressées. Alors, avant de répondre à vos questions, je vois que je vais bientôt... j'ai beaucoup de questions? Assez peu. Donc, je complète sur les éléments que nous vous proposons en complément donc, de la publication des normes. L'AFNOR est un organisme de normalisation et qui a des filiales d'organismes qui proposent des prestations opérationnelles pour la mise en conformité aux normes de système de management. Nous proposons ainsi des tests en ligne pour que vous puissiez mesurer si vous allez raisonnablement passer à la conformité version 2015 dans 1 mois, 6 mois, 1 an. Il y a un autodiagnostic qui vous est proposé, alors il est gratuit pour les clients d'AFNOR Certification. Il est à un prix tout à fait raisonnable pour ceux qui, malheureusement, ne sont pas clients d'AFNOR Certification, au travers de la réponse à 28 questions qui vous sont proposées de conformité à la version 2015. Alors, il y a le même pour la 9001, hein, enfin le même. Il y a une version pour la 9001, bien sûr, dans la version 2015. Donc, évaluez vous-même l'impact de la révision sur votre système de management et vous avez en retour une analyse qui est faite par l'AFNOR. Plus de 300 répondants à ce jour. Il faudra changer les chiffres parce qu'il y a à peu près le même nombre, c'est-à-dire plus de 500, qui ont utilisé cela et également Indico dans le cadre de leur certification. Alors Indico, vous pouvez l'utiliser, que vous soyez client AFNOR ou pas AFNOR, mais vous verrez donc la pertinence des outils que nous vous proposons. Hein. Vous pouvez poursuivre l'information sur l'appropriation de la version 2015 au travers d'ateliers régionaux. Toutes les délégations régionales d'AFNOR en France métropolitaine et Outre-mer organisent donc des ateliers régionaux de 2h30 sur cette approche de la version 2015. Il y a la publication de notre livre de référence, la bibliothèque en ligne, et puis des rencontres clients d'AFNOR Certification. Et bien sûr, je l'avais évoqué tout à l'heure, hein, les réseaux sociaux et le portail AFNOR. En termes de formation, si vous ne connaissez pas la version 2004, eh bien, nous vous proposons des formations de 2 jours sur la version 2015. Et si vous connaissez la version 2004 et que vous voulez approfondir votre connaissance des nouveautés, de l'upgrade par rapport à la version précédente, ce sont plutôt des séminaires, des dires d'experts d'une journée que nous vous proposons. Alors, pour clients ou non clients d'AFNOR Certification, également, soit lors des audits de suivi ou audits de renouvellement par rapport à la version 2004, vous pouvez demander un focus 2015 sur les points nouveaux. Vous dites, je ne suis pas tout à fait prêt à me présenter à la version 2015, mais je voudrais avoir par l'organisme certificateur un état des écarts par rapport à mon système. Vous pouvez demander à faire un focus dans le cadre d'un audit de certification, suivi ou renouvellement en version 2004, ou à une visite d'évaluation plus complète là, sur tous les éléments de votre système, que vous soyez client d'AFNOR Certification ou pas. Hein, ça vous permettra de tester de la compétence de nos auditeurs et de la compétence d'AFNOR Certification, puisque nous sommes AFNOR les premiers à avoir été accrédités en version 2015. D'ailleurs, il n'y a que hier, il y avait 25 organismes en France accrédités pour la certification des systèmes de management.
il n'y en a plus que 6. Hein, la compétence a été très largement réévaluée de la part des organismes certificateurs et bon nombre n'ont pas pu suivre. Hein. Les petits organismes certificateurs qui n'avaient que pour tout argument, j'allais dire, un prix à proposer pour avoir un diplôme, ont disparu du paysage de la certification pour ne se concentrer donc que sur les organismes compétents ayant, j'allais dire, une résonance internationale. Nos 29 bureaux de par le monde proposent également des dispositifs spécifiques sur l'appropriation de l'ISO 9001 ou de la 14001 dans la version 2015, puisque nous sommes présents, il y a 300 salariés du groupe AFNOR hors du territoire français désormais. Enfin, un autre outil, c'est OK Pilote, qui va vous permettre de mener vous-même votre projet de mise en conformité avec la version 2015. Donc sachez que nous sommes là à la fois pour vous aider, vous conseiller à la mise en œuvre du système de management environnemental dans sa version 2015. Alors, je vais désormais, je vous remercie pour votre attention, donc je vous confirme l'envoi de cette présentation et je me dois maintenant de répondre aux questions. Hop. Alors, je vais répondre aux questions. Pouf, on va faire plus. Je vais ouvrir tout cela et je vais ouvrir la machine. Voilà. Alors, une question de Lydie. Si le SWOT est utilisé, comment faire le lien avec les éventuelles actions préventives? Alors, la notion d'action préventive, formellement en tant que telle, on ne le retrouve pas, ce vocable, dans la version 2015. C'est remplacé par toute la réflexion sur l'analyse des risques. On remplace finalement le préventif d'avant par analyse des risques. Et on voit bien dans le SWOT que vous avez menace qui est analyse des risques sur lesquels vous allez, excusez-moi, faire porter vos actions préventives. Alors, ce n'est guère qu'un changement de vocable, un changement de vocabulaire. Mais si vous réalisez un SWOT, des actions préventives, ça va être la partie, j'allais dire, en bas à droite, sur menaces, et derrière, vous traitez chacune de celles-ci comme vous traitiez vos actions préventives. Voilà. Donc, pour retomber sur vos pattes, vous mettiez, on avait une exigence d'action préventive, on ne l'a plus, c'est remplacé, j'allais dire, par la réflexion globale sur risques et opportunités. C'est juste un changement de vocabulaire, mais ça revient au même. Si vous voulez appeler ça à vous action préventive, ce sera à l'auditeur de se débrouiller avec ça, au vocabulaire que vous utilisez, mais vous serez en conformité avec l'esprit et même la lettre de l'ISO 14000. Lydie, vous complétez votre question par de même l'évaluation des risques et opportunités, donc préventive, analyse des risques, parce que c'est plutôt le côté négatif qui est pris en avant, tout du moins par les professionnels en France, ou tout du moins en langue française. On voit que cette notion de risque et opportunité ne se traduit pas tout à fait de la même façon dans les différentes langues. Alors il est vrai que pour expliquer certaines difficultés en langue française, nous avons travaillé au départ en langue anglaise pour tous les pays du monde et à chacun par la suite de se retraduire ça dans la langue, en langue française pour l'AFNOR. Et il est vrai qu'il a fallu faire des choix en la matière. En chinois, par exemple, risque et opportunité, c'est le même idéogramme. Donc, vous voyez, les questions qu'on peut se poser ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors là, on n'est pas là pour parler chinois. Aujourd'hui, tout du moins, pour ça, vous le ferez avec mes 350 collègues chinois. Donc, ce que vous avez réalisé, continuez sur la même ligne et complétez. Alors, le SWOT n'est pas une obligation de la norme, hein, c'était une utilisation que nous avons constatée dans les entreprises.
Voilà. Alors, Isabelle, merci pour votre intervention et votre assistance en faveur de la biodiversité. Oui, biodiversité, la plupart des organismes passent au travers, hein, c'est le vivant. Et je suis désolé, mais dans un organisme, quel qu'il soit, il y a du vivant, ne serait-ce que l'espèce humaine qui travaille ou qui est impliquée. Hein. On appelle ça aussi, plus trivialement, peut-être de la biodiversité. Alors, ceux qui me disent, nous, on n'est pas concernés par la biodiversité, lèvent le doigt. La 14001 n'est pas fait pour eux. Non plus la responsabilité sociétale et non plus leur place dans la société. Evelan, c'est dit. Excusez-moi pour ce joke. Alors, Mohamed me pose, je crois, différentes questions ou des questions à tiroir. Alors, dans la norme version 2015, là aussi, on nous préconise seulement la mise en place de certains documents. Il n'y a plus d'obligation, comme il est stipulé dans la nouvelle version de l'ISO 9001. Je pense que il y a des obligations documentaires, mais pas de procédure. Mais il y a tout autant d'obligations documentaires, ne serait-ce que pour assurer de la traçabilité des choses ou des informations. Attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'exigence de procédure qu'il n'y a pas d'exigence documentaire. Hein. Il n'y a pas qu'une nuance au travers de ça. La différence par rapport à la version précédente, c'est que vous avez le choix des outils et des méthodes sur les aspects documentaires. Pas forcément de faire une procédure avec la formalisation, QQO, QCCP, qui, quoi, comment, etc., etc. Ça vous appartient. Mais je crois, pour travailler, on a travaillé en parallèle entre 9001 et 14001, qu'il y a tout autant d'obligations documentaires dans les deux versions. Hein. Voilà. Alors, l'organisation doit elle-même définir la pertinence des documents à établir en fonction de son contexte et de son activité? Oui, c'est là justement, on va proposer plus une responsabilisation de l'entreprise. C'est à vous de déterminer le bon niveau documentaire. Si vous estimez qu'il y a des risques, vous renforcez. Si vous estimez que les gens sont hyper compétents et n'ont pas besoin de documents complémentaires pour accomplir une activité, vous ne faites pas de documentation, vous ne faites pas de procédure. En règle générale, ce que l'on voit dans les entreprises, c'est qu'on renforce les aspects documentaires à tout ce qui est processus, j'allais dire, sous-traité, qui porte un autre nom dans la norme, ou les relations aux personnels extérieurs, voyez-vous. C'est là qu'on a plus un renforcement des aspects peut-être procéduriers parce qu'il y a des risques identifiés. Hein. Globalement, il y a une évaluation des risques. Vous devez porter cette évaluation des risques également vis-à-vis de la documentation et la portée de la documentation. Hein. Déployer l'analyse des risques ou le questionnement risque sur l'ensemble des activités vous amènera très certainement dans les voies les plus pertinentes et les plus efficaces, je pense. Mais on ne dit pas vous n'avez plus besoin de documents. C'est vous qui allez décider le niveau et la forme. Mais vous devez toujours rendre compte à un moment donné. Hein. Alors, si c'est sous forme vidéo, c'est sous forme vidéo. D'enregistrement audio, c'est enregistrement audio. Ce qui correspond, j'allais dire, à l'historique, à la culture de votre entreprise, mais aussi dans le cadre de vos relations externes par rapport à cela. Donc là, je pense avoir répondu, tout du moins aux questions qui me sont posées. Je me retourne vers ma collègue. On me dit que j'ai répondu aux questions formelles qui étaient posées par écrit. Alors, si vous souhaitez poursuivre la discussion, vous savez où me trouver, vous avez mes coordonnées, et je vous les rappellerai de toute façon dans le courriel que je vais vous envoyer. Avant la fin de la semaine, je m'y engage à vous envoyer ça, parce qu'on va m'envoyer, moi, la liste, effectivement, des inscrits et des participants. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt sur les réseaux ou lors d'une prochaine présentation. À très bientôt, merci, et au revoir.